Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue dans cet atelier d'animation de l'appel à projet Nouvelle coalition d'acteurs secteur eau, assainissement en Afrique francophone de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne. Donc cet atelier s'inscrit aujourd'hui dans le Soliway. Donc comme vous pourrez le voir, on a choisi un sujet plus large que l'eau et l'assainissement, étant donné que voilà, les ONG et entreprises présentes ne sont pas forcément actives dans les secteurs de l'eau-assainissement et parce que c'est un sujet porteur de partenariat ONG-entreprises. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à tous. Le but de ces ateliers d'animation, ils sont multiples. La rencontre entre des ONG, des entreprises intéressées par cet appel à projet, également vous former, enfin vous informer sur cet appel à projet. Donc c'est ce pourquoi la région est présente également à nos côtés aujourd'hui. C'est aussi l'occasion d'avoir des témoignages d'acteurs. Donc on a également voilà, un binôme entreprise-ONG qui va témoigner. Et puis c'est l'opportunité de vous nourrir, on va dire, autour d'une thématique qui est celle du multisectoriel aujourd'hui. Voilà. Et c'est un éclairage qui est apporté par le PSO. Donc avant de passer la parole à la région et de vous présenter succinctement l'appel à projet, je vais passer la parole à Isabelle. On est 3 acteurs ressources pour accompagner les ONG et les entreprises dans le cadre de cet appel à projet. Donc tout d'abord Resacop. Je vais laisser Isabelle en dire 2 mots. Merci, bonjour, donc moi je suis Isabelle Robert, je suis chargée de mission à Resacop. Resacop, c'est un réseau régional multi-acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a des missions de manière générale d'observatoire, observer ce qui se passe à l'international et dans l'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale en région. On a des missions d'animation, d'accompagnement et forcément de mise en réseau, de partenariat. On a un statut particulier, on est un groupement d'intérêt public, donc avec 28 membres, dont la région et la CSI, présents ici, et la DOS que je vois derrière, et l'URD que je vois aussi ici. J'en oublie peut-être, j'en suis désolée. Voilà, on a, dans le cadre de cet appel à projet, on est en consortium avec le PSO et avec Coexist pour appuyer l'animation de cet appel à projet, accompagner aussi les acteurs et puis travailler sur du renforcement de compétences et de la mise en réseau des acteurs. Voilà rapidement. Et puis juste, si une petite info sur un dispositif qu'on a qui s'appelle Explore, qui peut être un dispositif qui peut aider à amorcer des partenariats ONG-entreprises, qui est du volontariat d'expertise, voilà, qui peut être un premier contact entre une ONG qui a un besoin ou une collectivité qui a un besoin et une entreprise qui dispose d'une compétence particulière. Donc j'ai des plaquettes à la fin, on n'hésitera pas de vous les diffuser. Merci. Merci Isabelle. Également le PSO est à votre disposition dans le cadre de l'animation et l'accompagnement de cet appel à projet. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Sophie Labastière, donc je travaille pour le PSO, je suis chargée de mission. Le PSO en quelques mots, donc c'est un réseau multi-acteurs qui travaille sur les thématiques de l'eau et l'assainissement. Un réseau à l'échelle nationale qui propose donc des animations, des accompagnements, production de connaissances sur ces 2 thématiques et qui a aussi une présence dans de nombreux pays, ce qui fait qu'on peut aussi apporter notre expertise technique sur l'eau et l'assainissement en faisant des focus dans certains pays, notamment en Afrique et en Asie. Et enfin, il y a donc Coexist, qui est un dispositif de la Cité de la Solidarité internationale, dont je suis la responsable, et qui vise à accompagner les acteurs à la recherche de partenaires et à la mise en place de la relation partenariale. Donc voilà, on est les 3 à votre disposition. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter en amont d'un dépôt dans le cadre de cet appel à projet pour vous aider à y répondre au mieux et pour maximiser les chances de succès de votre projet. Voilà, je passe sans autre la parole à la région pour leur présentation. Je te laisse. Donc, bonjour à tous, Noémie Soutamavong, je suis chargée de mission francophonie économique et avec ma collègue Anne-Sophie Douza à mes côtés, nous gérons cet appel à projet, donc eau et assainissement en Afrique francophone.
Alors, les objectifs de cet appel à projet sont multiples. Tout d'abord, évidemment, améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement pour les populations, qui est un objectif de développement durable numéro 6, mais aussi promouvoir la francophonie économique au moyen de la coalition d'acteurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous dans le cadre de cet appel à projet, c'est de favoriser cette démarche coalition d'acteurs en proposant aux candidats de cet appel à projet de se grouper en consortium, et je vais y revenir et je vais mettre l'accent là-dessus. L'appel à projet a des sous-objectifs, donc favoriser l'internationalisation des entreprises, renforcer la politique RSE des entreprises et permettre l'amorçage de projets pour proposer des solutions durables, évidemment. Et maintenant, je vais vous parler plus précisément de cette émergence, de cette démarche coalition d'acteurs qui est vraiment au cœur de notre appel à projet. Alors, la région, dans le cadre de ce financement d'appel à projet, fait appel à un consortium d'acteurs. Donc, on essaye de vraiment favoriser les synergies entre une ONG que l'on souhaite être chef de file d'un consortium d'acteurs, une ONG Association Loi 1901, qui se présenterait à cet appel à projet en groupement avec une entreprise basée sur le territoire local et en lien avec des organisations sur place, et sur place dans le pays d'intervention. Alors, c'est ce que je vous annonçais. Là, vous avez le détail des critères pour les candidats. Donc, Association Loi 1901 qui présente au moins 3 salariés. Et en effet, cette association se positionnera comme chef de file du consortium pour participer à notre appel à projet. Alors, il y aura également, comme je vous le disais, une entreprise située sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et naturellement, nous entendons favoriser l'ouverture à l'appel à projet des TPE, PME, PMI et ETI régionales. Alors, pour la portée de cet appel à projet qui existe depuis 2022, nous avons eu déjà effectivement lancé plusieurs projets dans ce cadre, et nous avons retenu notamment 7 projets depuis l'ouverture en 2022 de cet appel à projet. Et je vais laisser Anne-Sophie vous parler du contenu des projets qui ont déjà été lancés. Donc effectivement, on a pu identifier différents axes un petit peu de collaboration. Donc il y a différents domaines de collaboration. Donc ils ne sont là qu'à titre d'exemple, qui peuvent encore bien sûr s'enrichir au regard d'identification de nouveaux savoir-faire ou de nouvelles solutions innovantes, intéressantes. Tout d'abord, il peut y avoir un enjeu à travailler avec des bureaux d'études en hydrologie et environnement qui vont permettre d'affiner la connaissance, la compréhension, et donc de proposer des solutions plus globales, plus durables, plus innovantes. On a vu aussi des projets tournés autour de la connaissance de la ressource en eau, tirant parti des solutions de télémétrie qui sont très largement promues en France, notamment par les agences de l'eau, les agences en charge des grands fleuves, et qui commencent à être déployées sur la zone Afrique. On a vu aussi des réflexions et dispositifs sur la détection et la réparation des fuites, aussi l'amélioration du compteur, à savoir que quelque part la première ressource dans un contexte où la ressource en eau se raréfie, c'est peut-être en partie la prévention des fuites. On a des réseaux, c'est un travail qui a été porté en France il y a peut-être une trentaine d'années, qui a permis vraiment de mettre au point des solutions et d'avoir des taux de rendement des réseaux, maintenant je crois proche de 90%. Les réseaux sur les pays africains, on est parfois plutôt proche de 50%. Le PSO aura peut-être des chiffres un peu plus solides que les miens. Mais voilà, c'est un sujet important. Et il y a des solutions qui peuvent être adaptées, promues. On voit aussi se développer beaucoup de solutions naturelles pour le traitement des eaux usées.
Voilà, donc, par exemple, dans les entreprises régionales, on a une perle, comme la nomme notre agence régionale de développement économique, avec la société, le groupe Green Tech, qui propose des solutions pour le traitement des eaux et des boues à base d'algues, de bactéries ou de matières issues du vivant. Aussi des projets liés au développement de systèmes de pompage solaire, l'amélioration des systèmes d'analyse et de traitement des eaux. Donc on a dans la salle la société UVRER, monsieur, je me permets peut-être faites un signe, monsieur Julio Asensio. Voilà, cette société propose justement des solutions de traitement par UV et souhaite se déployer plus largement sur la zone Afrique. On voit aussi des solutions vraiment pensées pour les petites communautés isolées. Là, je ne retrouve plus le nom de la société, voilà. Mais ce sont toutes des sociétés aujourd'hui qui ont déjà un peu fait cette démarche, qui sont rentrées dans la communauté Coexiste et que vous pouvez découvrir en allant surfer un petit peu sur cet espace. Des travaux aussi sur les approches multiservices pour quelque part mieux valoriser le service de l'eau et donc en assurer une meilleure pérennité. Des services aussi qui améliorent, des solutions qui améliorent les systèmes de facturation par des automatisations. On a aussi des entreprises qui travaillent sur le stockage de l'eau. Donc vous voyez en photo les solutions de ballons développées par la baronne Citaf. Il y a aussi une autre société qui développe des solutions plus en accordéon, qui s'appelle AproTank. Voilà, beaucoup de solutions diverses qui peuvent être aussi valorisées sur la zone Afrique au travers de projets. Tout l'enjeu de l'appel à projet, c'est d'apporter des solutions plus innovantes dans le contexte du pays d'intervention. L'enjeu, c'est pas vraiment d'expérimenter totalement des solutions qui auraient vraiment un risque fort à ne pas être pérennisées. Mais on est plutôt sur une posture d'identifiant des solutions innovantes que l'on pense pouvoir promouvoir utilement sur la zone Afrique, et ayant au travers de ce cadre de projet tout un dialogue qui permet véritablement de les adapter dans le contexte du pays, du territoire d'intervention. Donc ces deux points-là sont vraiment importants et j'invite tout acteur qui souhaite effectivement répondre à notre appel à projet à y être très attentif. L'appel à projet a été positionné vraiment sur le moment de l'amorçage, donc ça c'est plutôt d'après, mais sur l'amorçage des projets. De ce fait, il vise à la fois à soutenir la réalisation des études préparatoires, des études dites de définition. Il peut permettre l'achat d'équipements, la réalisation de travaux d'aménagement, notamment pour déployer des premiers démonstrateurs sur ces solutions innovantes et adaptées que l'on souhaite mettre en œuvre. Il vise aussi à apporter toutes les mesures d'accompagnement qui sont essentielles à la réussite du projet, que ce soit des mesures de renforcement de compétences, de sensibilisation des populations. On peut avoir... Donc, tu peux mettre la slide avec les... Voilà. L'appel à projet peut aussi soutenir un projet dans différentes phases. Il est possible de déposer un dossier vraiment d'études de définition, mais on souhaite, c'est qu'on a pu rejeter des projets qui étaient purement d'études sans aucune identification des solutions innovantes que souhaitait développer le consortium. Donc le travail d'étude de définition, il doit bien être dans la perspective de déploiement d'une solution innovante et adaptée. Le projet donc, peut soutenir aussi la phase de mise en place d'un démonstrateur à petite échelle, où il peut aussi porter sur les mesures d'accompagnement nécessaires au moment d'un déploiement d'une solution qui a fait ses preuves à plus large échelle.
Alors, concernant l'éligibilité géographique de notre appel à projet, nous, comme vous l'avez compris, nous agissons en Afrique francophone. Et malheureusement, avec les événements dont vous êtes bien sûr familiers au Sahel, nous avons privilégié des pays présentant une certaine sécurité pour la pérennité du projet, sachant qu'un projet peut être exécuté pendant 2 ans. Donc nous avons évidemment priorisé les pays que vous pourrez voir en jaune sur la carte. Vous voyez, il y a une liste. Et je vous signale que nous amènerons une petite priorité pour les pays pour les pays avec lesquels la région est en coopération avec certains territoires. Donc typiquement, la région a des coopérations décentralisées avec la région du Bélier en Côte d'Ivoire et avec la région Rabat Salé Kénitra au Maroc. Donc tout projet portant sur le Maroc et sur la Côte d'Ivoire auront une petite priorité. Alors, concernant les modalités de financement, alors cet appel à projet a la particularité d'être cofinancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également les agences de l'eau. Alors, il y a 2 agences de l'eau qui travaillent avec nous sur cet appel à projet, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, en fonction de la nature et de la localisation de votre projet, l'une ou l'autre de ces 2 agences pourront intervenir. Et il y aura, on demande un cofinancement pour les porteurs de projets, donc 5% d'autofinancement pour l'association chef de file et 5% par les autorités locales qui peuvent effectivement valoriser des moyens en nature. Donc on a souvent le cas de mise à disposition de salles ou d'équipes d'ingénieurs techniques sur place. Vous trouverez sur le site de la région tous les documents pour candidater à notre appel à projet. Et comme nos partenaires nous vous l'ont dit en début de séance, PSO, Resacop et la porte d'entrée CSI sont à votre entière disposition. Vous pouvez contacter Madame Vidonne ici présente pour qu'elle vous réoriente. Si vous avez besoin d'assistance au montage du projet, donc si vous êtes une entreprise par exemple, vous cherchez une ONG pour candidater à notre appel à projet, vous pouvez vous adresser à Madame Vidonne qui vous réorientera le cas échéant, peut-être auprès de Resacop. Et si vous avez besoin d'assistance technique pour votre projet, pareil, la CSI pourra vous orienter le cas échéant vers PSO. Merci à vous tous. Juste, ma voisine m'a alerté sur un point qu'on n'a pas suffisamment mis en lumière. Ce projet, il est porté en partenariat entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et les 2 agences de l'eau. Il s'inscrit dans le cadre de la loi Oudin-Santini et il vise en premier lieu l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations. Donc des projets qui sont vraiment développés, orientés élevage ou agriculture ne sont pas éligibles dans le cadre de notre appel à projet. Merci. Alors, on va passer à un temps de questions-réponses s'il y en a dans la salle. Non, pas de questions. C'était très clair, limpide. C'est parfait. Juste une petite précision. La porte d'entrée, c'est un formulaire de manifestation d'intérêt à l'appel à projet. C'est pas moi directement. Comme ça, on peut vous réorienter via quelques questions vers la bonne porte d'entrée. C'est effectivement moi qui lis vos réponses, mais on a un formulaire. Le flashcode vous sera donné en fin. Et bien sûr, vous pouvez me contacter si vous ne le trouvez pas ultérieurement à cet atelier. Je vais du coup passer directement la parole à Yvan et à Alexis qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui représentent l'AIRF et APB Énergie et qui ont été lauréats de cet appel à projet. Ça, c'est pour passer les slides. Donc bonjour, rebonjour pour certains, certaines. Vite fait, on va se présenter. Donc moi, je suis Yvan de Dessus-le-Moustier. Je suis le directeur de l'Association internationale des régions francophones, qui est basée à Lyon et qui rassemble à peu près 200 collectivités de niveau régional de l'espace francophone. Donc
quelques régions françaises, Île-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes bien sûr, Sud-PACA, etc. Et puis à 80-85% des collectivités du continent africain et de la partie Afrique francophone. Donc des régions, des départements quand il n'y a pas de région, des unions de communes quand il n'y a ni département ni région comme au Bénin, où on accueille les intercommunalités. Et je suis avec... Donc bonjour à tous, donc Alexis, je travaille pour la société donc APB Énergie. Donc on est une petite entreprise située pas loin d'ici, on est du côté d'Annecy. Et donc nous on est spécialisé en fait dans tout ce qui est études, dimensionnement donc, et vente de systèmes d'électrification autonome, donc avec des panneaux solaires. Donc ça c'est une partie de notre activité. La deuxième grosse partie de notre activité c'est donc le pompage solaire. Donc nous on va vraiment avoir cette activité de bureau d'études, conseil et de vente du matériel. Voilà. On a été sollicité dans le cadre du projet dont on va parler, justement parce que on avait voilà, déjà eu des projets en Afrique et une certaine expérience sur ces territoires. Voilà, donc je vais un petit peu expliquer déjà comment on s'est connus. La IRF participe à un groupe de travail du pôle de compétitivité Tenerdis, qui est basé du côté de Grenoble. Et donc, on connaît bien la chargée de ce groupe, Ingrid. Et ce groupe rassemble un certain nombre d'entreprises spécialisées dans le domaine de l'énergie. Quand on a eu à monter ce projet, moi je me suis tourné vers Ingrid en lui disant: est-ce que tu as dans ton réseau d'entreprises une structure qui a de l'expérience à l'international, pourquoi pas en Afrique, qui peut à la fois faire ce travail qu'a décrit tout de suite Alexis de bureau d'études et de conseil, et en même temps, en finalité peut-être, de produire, de vendre du matériel pour la concrétisation du projet. Parce que ce dont nous avions besoin au niveau de l'AIRF, c'était de répondre à une demande d'une collectivité qui compte parmi nos membres, la région de Tawa, au Niger, qui est une région agro-pastorale et qui a de nombreux forages sur son territoire qui ont une vocation à la fois alimentation humaine pour les éleveurs et leurs familles et d'alimentation du cheptel. Et cette région, au niveau de ses forages pastoraux, eh bien, elle rencontre de grandes difficultés d'approvisionnement en eau parce que le matériel est petit à petit vétuste, pas très bien entretenu, et puis parce que ça coûte de plus en plus cher d'acheminer le carburant lorsqu'il s'agit d'installations qui utilisent des moteurs thermiques. Donc ils ont un gros problème d'équilibre financier et en même temps, très certainement aussi que la ressource se fait de plus en plus rare. Donc tous ces facteurs a amené la région d'Ottawa à solliciter la IRF. C'est pas venu non plus de nulle part. En fait, la région d'Ottawa, elle a participé à un projet que la IRF a mis en œuvre dans 2020-2021 sur un financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. C'est des appels à projets clés en main. On avait répondu sur la thématique de l'accès à l'énergie, électrification rurale décentralisée et tout ce qui est énergie dans des systèmes, dans des lieux éloignés du réseau national. Donc là où il faut une solution de panneaux solaires, de mini-centrales solaires ou autre. On a fait ce travail avec des collectivités de Mauritanie, du Mali, du Burkina, du Niger. Et l'idée, c'était de renforcer les services de ces collectivités territoriales pour qu'elles aient une bonne compréhension de l'écosystème de leurs pays respectifs en matière d'électrification rurale décentralisée et qu'elles identifient des projets sur leur territoire que nous serions susceptibles d'accompagner. Et la région d'Ottawa a très bien joué le jeu, elle a très bien participé à ce programme qui a abouti à ce qu'il nous propose ce projet. On a terminé notre action sur l'électrification rurale décentralisée par un regroupement. Alors on en avait fait un au Sénégal, parce qu'il y avait aussi les Sénégalais, à Bamako, à Ouagadougou, et on a terminé par un regroupement au Niger,
en partenariat avec une autorité au Niger, une organisation qui s'appelle l'Agence nationale de l'énergie solaire, l'ANERSOL, une organisation qui est soutenue par l'Agence française de développement localement, et le soutien de l'AFD aide l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire du Bourget-du-Lac, qui est aussi dans l'écosystème de Tenerdis. Donc l'INES soutient l'ANERSOL. Et cette agence, nous, elle nous a beaucoup intéressés, parce que le Niger est un pays où il y a de l'insécurité, et si vous vous amusez à regarder les cartes sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Niger est tout rouge. Les Occidentaux, et en tout cas les Français, sont surtout pas invités à y aller. Donc on avait un problème d'accompagnement de la région d'Ottawa si on avait envie d'y envoyer Alexis ou d'autres de ses collègues. Et on s'est appuyé sur l'ANERSOL, un partenaire local, national de très grande qualité, qui rassemble des ingénieurs, des techniciens supérieurs spécialisés dans le domaine du solaire et qui sont nigériens, et qui ont donc moins de restrictions pour se rendre à Tawa et dans la campagne d'Ottawa, même si, pour autant, il y a aussi un problème de sécurité les concernant. Vous savez bien que sur les sujets de terrorisme islamiste, ce sont les populations locales qui sont les premières victimes. Donc pour les ingénieurs et techniciens de l'ANERSOL, c'était difficile et risqué de se rendre sur les sites sur lesquels on a travaillé, mais ils l'ont fait quand même. Eux avaient en tout cas les autorisations, et puis ça s'est bien passé. Donc la genèse de ce projet, j'insiste un petit peu là-dessus au début, pour que vous compreniez que c'est pas non plus un projet qui tombe comme ça parce qu'il y a un appel à projet et tiens c'est bien, il faut y répondre. Il y a une histoire derrière. Nous on travaillait avec la région Tawa depuis 2020 sur les sujets d'accès à l'énergie. On connaissait l'ANERSOL au Niger pour avoir travaillé avec eux, et je ne sais plus quand vous l'avez lancé, 2021, 2022, un truc comme ça. Là, il y a eu cette opportunité, mais de toute façon, on était un peu déjà dans les starting blocks pour accompagner notre région membre dans le repérage des solutions à leurs problématiques d'accès à l'eau en milieu pastoral. On a bien aimé l'appel à projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que il finançait la phase d'études. Et nous, ainsi que nos partenaires, la région d'Ottawa, on avait idée à peut-être s'appuyer sur le solaire, mais on n'y connaissait pas grand-chose. On entendait parler de forage solaire, mais techniquement, ce n'était pas quelque chose que les services de la région d'Ottawa connaissaient, et moi encore moins. Donc on s'est dit peut-être qu'on va profiter de cette phase d'études, de cet appel à projet pour financer la phase d'études, et une fois l'étude faite, on ira chercher les bailleurs de fonds qui pourront intervenir financièrement pour aider la région d'Ottawa à concrétiser ce projet sur 14 sites. Parce que vous voyez, le slide, il parle de 14 stations de pompage pastoral, donc on est vraiment en milieu pastoral, loin des villes. Donc là, pour le coup, c'est assez rare qu'un appel à projet puisse cofinancer la phase d'études. Ça nous a bien intéressé aussi. Et donc, on a répondu, et puis on a vu les critères, on a vu qu'il fallait une entreprise. Et en fait, Ingrid, elle nous a indiqué APB, puis quand on a commencé à discuter avec les gens d'APB, on s'est rendu compte qu'APB travaillait avec ANERSOL au Niger. Il y avait eu de l'équipement, il y avait eu déjà des formations de techniciens et d'ingénieurs. Et là, tout s'allumait en vert, quoi. On se disait, c'est impossible que Noémie et Anne-Sophie notent négativement un tel projet. Il n'y a pas eu de bac chiche ni rien, simplement l'objectivité du dossier qui était de très grande qualité. Et au final, on a donc eu ce financement. Et nos amis du Niger, la région d'Ottawa, les ingénieurs de l'ANERSOL, la direction régionale de l'hydraulique à Ottawa, ils ont fait le boulot. Je dirais, les réunions ont démarré peut-être à partir de janvier-février sur l'écriture, mars-avril sur le démarrage des termes de référence, de ce qu'il fallait que les techniciens et ingénieurs accompagnent. Parce qu'Alexis, depuis le début, et son équipe, ils sont dans la boucle du projet, mais à distance. Bien sûr, on ne va pas envoyer notre jeune homme ingénieur se faire kidnapper par les méchants terroristes. Donc tout ça s'est fait à distance. Et on avait quand même dans le planning l'idée de faire un atelier de restitution à Niamey, où on peut quand même aller. Moi, j'étais encore en fin d'année 2021. Voilà, Niamey,
la vie, les gens vivent, hein. Donc tout s'y passe bien. Donc on avait ça à envisager, mais sinon le travail il se faisait à distance et Alexis va en parler. Donc on a pu mener les choses très bien. Les équipes, après le ramadan, ont pu aller faire les études à un moment opportun, parce que c'était la saison sèche, donc pas là où il y a trop de mares, et l'analyse de la disponibilité de l'eau était quand même plus aisée à mesurer. Il vaut mieux le faire en saison sèche qu'en période de pluie où l'eau abonde, parce que c'est vraiment un mauvais indicateur, une mauvaise période. Donc ils ont pu faire les études hydrologiques et techniques sur les 14 installations, avec, comme je vous le disais, une problématique de sécurité. Donc il y avait des patrouilles qui escortaient les techniciens, les ingénieurs de l'ANERSOL et de la direction de l'hydraulique. Et le conseil régional accompagnait aussi toutes ces missions. On a eu d'ailleurs un travail avec le président de la région de Tawa, parce qu'il est passé sur les 14 campements, faire l'explication du projet, de la démarche. Et donc, tout allait très bien, jusqu'à la rédaction du rapport super qu'Alexis et ses gens ont relu, posé des questions pour approfondir, etc. Et puis, un coup d'État est arrivé au Niger le 26 juillet. La bonne idée des militaires, ils ont rarement de bonnes idées, les militaires, ceci dit en passant. Donc là, ça a un peu coincé le truc. On a notre étude. On est prêt à aller proposer cette étude très bien faite par l'ANERSOL et APB à des bailleurs de fonds. Non, plus personne ne veut aider le Niger parce que les militaires ont arrêté le processus démocratique et malheureusement, c'est pas prêt de s'améliorer. Donc voilà, on est un peu coincé sur l'ensemble de la démarche. C'était bien de financer l'étude. L'idée, c'était d'avoir une étude pour présenter ce programme à des bailleurs de fonds. Parce que sur 14 sites, quand même, ça commence à faire du volume. Et là, on ne peut pas aller plus loin parce que voilà, le Niger fait partie de ces pays, malheureusement, blacklistés, malheureusement pour les populations, pas forcément pour les militaires, mais c'est comme ça. Alexis, je te laisse aborder un peu ton travail. Ouais, donc pour reprendre un petit peu notre rôle, nous, APB Énergie, dans le projet, donc je disais, donc nous, c'est vraiment toute la partie conseil technique. On va apporter nos connaissances donc de l'Afrique et du pompage solaire en particulier à ce projet. Donc dans un premier temps, en fait, ça a été des échanges, comme Yvan le disait, à distance. Donc pour apporter notre expertise en termes de dimensionnement de systèmes solaires de pompage, il nous fallait quand même, voilà, on a eu besoin d'informations. C'est cette collecte d'informations qu'on a notamment pilotée à distance, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a eu des réunions, on s'est retrouvés avec l'ANERSOL, la région de Tawa, l'AIRF. On s'est retrouvés en visio pour exposer notre point de vue, les informations dont on avait besoin, qu'on devait recueillir pour avancer sur ce sujet. Donc il a émergé de ces échanges un document de collecte de données qui a été justement complété pendant toute la phase de visite des 14 stations de pompage pastoral, du coup, qui ont été faites par des Nigérians pour des raisons d'insécurité qui vont à préciser. Donc voilà, et effectivement, donc ce projet, on a pu, donc ces collectes de données ont pu être faites, elles ont été exploitées, donc on a pu nous faire notre partie de valider les données si elles étaient suffisantes, cohérentes, proposer des ébauches de solutions techniques. Et voilà, donc malheureusement, effectivement, comme ça a été dit, le projet, il est un petit peu mis en stand-by par la situation, mais voilà un petit peu pour notre rôle là-dedans. Donc oui, je pense, là, sur ce slide, rapidement, vous avez compris l'ensemble des intervenants. On a eu la chance au Niger d'avoir ce binôme qui existait déjà un petit peu, APB ANERSOL. Ils ont eu à travailler ensemble, donc très très vite, ça s'est très bien passé. Nous, sans l'ANERSOL, on n'aurait pas pu le faire, parce qu'on n'avait pas du tout le staff AIRF pour intervenir au Niger. Et APB, avec la technicité, mais cette fragilité au niveau de la sécurité, ne pouvait pas y aller non plus. Donc c'est vraiment, je dirais, une conjonction d'éléments qui ont fait que ce projet, dans un contexte délicat quand même, une étude dans des sites pastoraux vraiment
auprès de populations transhumantes, très rurales, en région de Tawa, au cœur du Niger. C'est quand même pas très facile en 2023. Et on avait un pilotage, une coordination par le conseil régional de Tombouctou, donc l'autorité régionale qui pilotait ça et qui, elle, a quand même des informations sur ce niveau de sécurité et là où les ingénieurs peuvent aller à telle période parce que la population a remonté que des groupes bizarres étaient dans le coin. Donc ces populations locales et le conseil régional de Tawa ont permis quand même cette intervention dans dans une région quand même assez insécurisée. Et donc aujourd'hui, l'étude elle est faite. On attend le paiement du solde de notre subvention de l'agence de l'eau, mais on va régler ça d'ici la fin de l'année. Et quand les choses iront mieux, sur le plan institutionnel et politique, lorsque les différents partenaires internationaux auront décidé de reprendre leur appui au Niger, eh bien, on pourra reprendre notre recherche de financement pour réaliser les opérations souhaitées par le Conseil régional d'Ottawa. Merci beaucoup pour cet exemple inspirant et qui permet de voir un peu ce qu'on entend par coalition d'acteurs de manière concrète. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions ? Moi, j'ai une petite question pour APB, Alexis. Au-delà, là, on a bien vu les intérêts de cette coalition d'acteurs pour l'AIRF, pour le territoire. Pour APB, au-delà du nouveau marché, est-ce que ces consortiums, ce travail en collaboration, vous y voyez d'autres intérêts pour APB en général, dans vos manières peut-être de travailler ou un accès à d'autres marchés plus largement, même si j'ai entendu que vous travailliez déjà avec la NERSOL avant cette collaboration? Alors oui, ça va un petit peu dans la philosophie et dans la vision, dans la vision de l'entreprise, c'est-à-dire que voilà, au-delà de faire du marché, dans notre cas nous concrètement ça va être de vendre du matériel, on a quand même un petit peu cette volonté d'apporter nos connaissances, de les diffuser un petit peu, et c'est vrai que des projets comme ça permet ça à l'étranger quand même d'apporter des connaissances techniques et finalement d'aider les gens simplement. Juste pour compléter la question qui était adressée à Alexis, parce que c'est pour faire le lien avec la conférence de tout à l'heure, au cours de laquelle j'ai dit qu'il ne s'agit pas simplement de vendre le matériel qu'on maîtrise. C'est pas une action habituelle d'intervenir dans un programme de coopération au développement comme celui-là. APB a non seulement été dans les starting blocks pour fournir ce dont les 14 sites pouvaient avoir besoin, mais il y a eu cette adaptation de l'équipe d'APB pour faire de l'appui conseil auprès des agents de la région d'Ottawa et auprès de l'équipe de la NERSOL. Donc c'est un métier qui évolue un petit peu, et c'est ça aussi qui est attendu de ces programmes en coalition d'acteurs. Et sur l'élargissement ou les perspectives pour APB, je ne promets rien du tout, mais maintenant on se connaît. Au sein de l'AIRF, il y a des collectivités territoriales de 20 pays différents qui partagent tous les enjeux, enfin un grand nombre d'entre eux, des enjeux d'accès à l'énergie. Donc on peut imaginer que d'autres sollicitations viendront et peut-être d'autres perspectives de collaboration naîtront. Juste pour compléter, en fait, c'est vrai que voilà, le dire c'est bien, mais montrer avec des exemples c'est encore mieux. C'est vrai que même la plupart des gros projets sur lesquels on va répondre en Afrique vont être accompagnés donc de la partie fourniture, mais nous on va toujours aller au-delà. C'est ce qu'Yvan disait tout à l'heure. On s'intéresse pas seulement à répondre à la base, donc il y a la fourniture technique. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise aille plus loin pour justement fournir l'accompagnement, tout ce qui est formation, etc. C'est pour ça que nous, on a été amené plusieurs fois
plusieurs fois à se déplacer, donc à aller directement sur le terrain. Je sais que mes responsables, mes collègues sont déjà allés au Bénin et on a eu des projets au Nigeria. Personnellement, moi j'ai pu aller au Tchad l'année dernière. Voilà, à chaque fois ça intervient dans le cadre de projets, si c'est uniquement pour de la formation ou si ça intervient à la suite d'un projet pour lequel on a fourni nous le matériel. Donc finalement on a rayonné sur pas mal de pays d'Afrique. Oui, du coup, donc Jocelyne Delarue, la directrice de RESACOP, le réseau régional multi-acteurs d'appui à la coopération internationale. Et donc j'avais des questions sur justement les partenariats entre votre société et les entreprises, soit nigériennes, soit dans les autres pays que vous avez mentionnés. En fait, comment ça se concrétise exactement? Est-ce que vous pensez que c'est des partenariats qui peuvent après se consolider sur le long terme? Et enfin, comment se développent en fait ces relations? Et puis, deuxième question, Yvan, tu mentionnais au départ que voilà, ces points d'eau pastoraux n'étaient pas entretenus. Enfin, voilà, il y avait une espèce d'usure, mais aussi un défaut de prise en charge peut-être de la maintenance. Et je me demandais du coup si le fait d'impliquer des entreprises, ça permettait de mieux aborder aussi ces questions-là, c'est-à-dire la pérennité économique du projet sur le long terme. Alors, dans ce cas précis, je peut-être pas, mais enfin peut-être que si. Alors je vous pose quand même la question. Pour répondre rapidement sur les collaborations, les partenariats avec les entreprises locales, je vois un petit peu deux moyens de collaborer avec des entreprises locales. C'est soit directement des entreprises locales vont être clients chez nous et vont nous solliciter directement, pas forcément à travers un projet, mais pour répondre eux à un besoin d'un client privé. Donc dans ces cas-là, c'est des entreprises qui souvent nous font remonter des besoins réguliers avec qui on va échanger régulièrement. Donc en fait voilà, à chaque fois qu'il y a des projets sur lesquels nous on peut répondre, ils vont nous solliciter directement. Et l'autre partie, ça va être justement dans des projets avec justement plusieurs acteurs qui vont impliquer voilà des collectivités et des entreprises. Ces entreprises-là, ce rôle de formation, en fait, dont je parlais avant, c'est à eux qui s'adressent, en fait, parce que c'est eux qui vont s'adresser. Enfin, ça va être pour les collectivités, mais également pour les entreprises, pour les gens qui vont être amenés à installer, éventuellement, à assurer la maintenance de ces systèmes-là. Donc voilà, c'est le deuxième cas un petit peu où on peut rentrer en contact avec des entreprises locales. Nous, notre idée, notre avantage un petit peu, c'est qu'on a dans pas mal de pays en Afrique finalement la capacité de proposer, à une ONG ou un client particulier, on a la possibilité de proposer une entreprise compétente et capable d'installer et d'assurer la maintenance d'un système. Une entreprise locale, oui, tout à fait. Alors, on prend une dernière question, on fait très très court, mais si on a le temps, on prendra après l'intervention du PSO. Je ne veux pas prendre nécessairement la dernière question. Merci beaucoup pour cette approche très inspirante. J'avais une question et une remarque. Alors la première question, elle concerne l'implication d'une entreprise, donc en l'occurrence APB Énergie. Je ne suis pas spécialiste de l'énergie, mais je m'interroge parce que je connais également Électriciens sans frontières, et donc je voulais savoir s'il y avait une différence, quelle était la différence entre impliquer une entreprise spécialisée sur l'énergie ou une ONG spécialisée sur l'énergie. C'était ma première question. Et la deuxième, c'est une remarque par rapport... en fait, en lien avec la table ronde qu'on a eue juste avant sur la coalition des acteurs. Et moi, ça m'interroge beaucoup, mais j'imagine que tout le monde, sur le fait qu'on crée des partenariats, parfois de très très longue date, parfois de plusieurs décennies dans certains pays, et avec les événements politiques qu'on connaît, les partenariats sont malheureusement cassés, et on l'aborde de manière un peu fataliste, je trouve. Peut-être pour préciser, il y a des négociations vous le savez, j'imagine, il y a des négociations qui sont en cours au niveau de l'AFD projet par projet. C'est un peu long. Certains projets vont être cassés, mais il y a quand même des secteurs, a priori, si j'ai bien compris, eau, santé, nutrition, qui échapperaient peut-être à ce blocage. Et du coup, ça m'interpelle un peu que juste après une table ronde sur la coalition, on nous présente un appel à projet dans lequel le Burkina et le Niger et le Mali sont exclus de facto.
Alors je ne sais pas comment s'est pris la décision au niveau de la région, au niveau des agences de l'eau. Je sais que les agences de l'eau ont fait peut-être un peu plus de zèle que l'AFD. Mais j'aurais bien aimé avoir votre retour aussi là-dessus, parce que je pense que c'est un choix politique qui devrait interpeller. Merci. Peut-être très rapidement. Donc nous, on est bien au fait que les choses sont pas, on l'espère en tout cas, définitivement tranchées côté ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. On a bien noté que les acteurs de l'accès à l'eau, notamment, militent fortement et essayent d'être entendus pour qu'il y ait cette ouverture sur des projets eau qui continueraient à être cofinancés par l'État français au Mali, au Burkina et au Niger. Et dès qu'une décision sera prise, on essaiera alors de proposer concrètement ce dossier. Juste aussi, nous, le coup d'État au Niger, le coup d'État au Burkina, le coup d'État au Mali, il ne nous a pas amené à arrêter de travailler avec les collectivités membres. Toutes les régions du Niger, toutes les régions du Mali et une grande partie des régions du Burkina sont membres de notre association et nous continuons à dialoguer avec elles. Notre trésorier est un élu du Niger, le vice-président délégué au Sahel également. On fait en fait aujourd'hui des visioconférences en associant notre groupe Sahel de la IRF qui comprend les élus maliens, nigériens, burkinabés et mauritaniens. Et on discute. Actuellement, on est plus à essayer de préparer un atelier où on va se retrouver tous ensemble, mais à Nouakchott, en Mauritanie, où c'est un peu plus facile de travailler. Mais en tout cas, nos échanges, et nous, ils sont toujours parmi nos membres, ils regrettent tous la situation. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et on n'a pas interrompu. Ils étaient dans l'association depuis quasiment leur création les uns les autres, et on continue à travailler avec elles. Peut-être aussi répondre sur la question différence électriciens sans frontières et APB, s'il y en a un des deux qui nous, au niveau AIRF, on s'est tourné vers le pôle TNR10 parce qu'on a été en recherche d'une entreprise pour rentrer dans les clous de l'appel à projet. Et on avait, au niveau de la technicité, l'équipe Anersol localement. Donc on savait qu'on n'allait pas avoir forcément besoin d'appeler des gens, enfin on n'aurait pas pu de toute façon d'électriciens sans frontières pour qu'ils viennent agir au Niger. Et donc pour rentrer sur cet appel à projet où c'était un enjeu de mise en relation association et entreprise, on a été chercher une entreprise qui était ouverte au continent africain et qui avait la technicité. Peut-être que l'électricien sans frontières aurait très bien fait le travail d'Alexis. Merci. Et je passe la parole à la région pour la question de l'éligibilité, mais très très rapidement. Merci. Oui, rapidement, comme je vous en avais parlé, l'appel à projet est cofinancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi par les agences de l'eau. Et les agences de l'eau ont reçu des instructions extrêmement claires. Elles dépendent directement des ministères. Les agences de l'eau ont reçu pour instruction l'arrêt de versement des subventions à certains pays, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc, de facto, tout financement était impossible. C'est pour ça qu'on a retiré ces pays de la liste, même si c'est une situation qu'on regrette naturellement. Merci beaucoup. On la prendra à la fin si on a le temps. Je suis désolée. Le cœur de l'atelier aujourd'hui, c'est aussi l'intervention du PSO sur le multisectoriel pour un meilleur accès aux services essentiels. Et donc, je vais laisser la parole à Sophie, qui est quand même venue de Paris pour nous le présenter. Merci beaucoup. C'est super, merci. Donc en effet, là, on parlait d'eau ou d'assainissement. Moi, je vais élargir un petit peu à plusieurs services essentiels. J'ai compris que les délais étaient assez short, donc je vais essayer d'aller assez vite, en tout cas sur des généralités, pour rentrer rapidement dans le cœur du sujet. Je voulais juste vous remettre quelques chiffres, puisqu'on se rend compte aujourd'hui, au niveau même des ODD ou de l'agenda 2030, qu'il reste encore beaucoup à faire sur les thématiques eau, assainissement, déchets, énergie, parmi tant d'autres.
On se rend compte aujourd'hui que pour permettre un accès aux services essentiels de qualité, de plus en plus, une approche transversale permet d'atteindre les objectifs. Que pour avoir vraiment une amélioration durable de l'accès aux services essentiels, de mettre en place des services pérennes, étant donné que ces services sont interdépendants, il est de plus en plus nécessaire d'avoir cette approche intégrée. Les services essentiels, en plus, sont souvent un tremplin qui permettent de développer d'autres services, que ce soit des services de santé, d'éducation, d'accès à l'emploi, etc. Donc souvent, c'est vrai que dans le travail des ONG, on voit souvent des projets qui peuvent être des projets santé ou éducation, mais souvent avec un volet accès aux services essentiels qui est souvent indispensable pour développer d'autres thématiques. Alors, ce qu'on appelle services essentiels, c'est vrai que ça peut sembler vague. On distingue en général les services essentiels urbains qui gèrent des flux, que ce soit l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie ou même les transports avec la mobilité, qu'on distingue vraiment des services qui sont plus des services sociaux comme l'éducation, la santé, l'emploi, etc. Donc aujourd'hui, moi, je vais vraiment vous présenter un peu plus les services essentiels, mais axés sur l'eau, l'assainissement, les déchets et l'énergie. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du PSO, nous travaillons en ce moment sur un programme qui s'intitule de rapprochement des 1%, donc des dispositifs 1% solidaires, en vue d'améliorer justement l'accès aux services essentiels, en partenariat avec 5 RRMA et des réseaux sectoriels sur l'énergie et les déchets. Et avec la CIRMA également. Donc dans le cadre de ce partenariat, on a beaucoup travaillé, et on y travaille toujours, ce programme a démarré il y a 2 ans et demi, à cette notion de services essentiels et d'approche intégrée aux services essentiels. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un peu le résultat en avant-première, puisque la phase 1 n'est pas terminée, mais de tout ce travail de capitalisation, d'analyse de différents projets ayant développé cette approche intégrée de l'accès aux services essentiels. Donc on se rend compte vraiment que ces services, eau, assainissement, déchets, sont interdépendants. Je pense que voilà, on le constate tous au quotidien. L'eau et les déchets peuvent produire de l'énergie, mais par ailleurs, pour assurer un service de qualité, par exemple sur l'eau et la gestion des déchets, on a besoin d'énergie. Mettre en place des services d'assainissement sont souvent dépendants d'un accès à l'eau, mais sans une gestion durable des services de déchets ou d'assainissement, c'est très difficile d'avoir une source d'eau de qualité, etc., etc. Donc on a vraiment une interdépendance de ces différents services. Alors, on a pu identifier des caractéristiques de ce qu'on appelle un projet multisectoriel. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur le thème multisectoriel. Ce qu'on veut faire ressortir, c'est qu'on parle bien de projets ayant cette approche intégrée de l'accès aux services, eau, assainissement, déchets, énergie. Donc, suivant c'est vrai, les projets, les porteurs de projets, les structures, on peut avoir une dénomination différente. Nous, ce qu'on voulait, c'était mettre en avant justement ces projets qui étaient portés par justement des consortiums en général et qui s'intéressaient à ces thématiques. Alors, on se rend compte que souvent, dans tout le panel de projets qu'on a pu étudier, avec qui on a pu échanger, eh bien, l'objectif, ça reste de mettre en place des services. On n'est pas sur forcément une volonté de mettre en place, avec cet objectif projet en silo, mais on est vraiment sur la mise en place de différents services, avec du coup nécessairement eh bien, une unicité de bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on s'intéresse en général à un territoire donné sur lequel on va développer les services mis en œuvre. Donc on n'est pas sur, par exemple, 2 villages voisins sur lesquels on développe différents services. Non, on s'intéresse par exemple à un village, un bidonville, sur lequel on va développer l'intégralité de ces services. Voilà, donc
du fait de cette multiplicité, c'est vrai, de services, qui en est 2, 3, 4, de développer, eh bien la gouvernance, qui est toujours essentielle dans le cadre d'un projet, mais là devient vraiment un critère fort de pérennisation des services, puisqu'il va falloir associer évidemment tous les acteurs locaux afin de pérenniser le système de gouvernance et de gestion sur du long terme des différents services déployés. Et une autre caractéristique, c'est que, en général, dans le cadre de ces projets, eh bien, c'est dès le montage du projet, avant même les phases de diagnostic, que sont pensés les différents services qui seront mis en place. Ce qui permet justement de développer des solutions adaptées à chaque service sur du long terme, en fonction du phasage du projet. Alors, j'ai essayé de recouper rapidement les avantages que peuvent apporter cette approche en divisant en deux parties, un peu plus pour les bénéficiaires ou les acteurs locaux, et ensuite pour le consortium ou le porteur de projet. Donc à l'échelle des bénéficiaires, bien évidemment, on se rend compte que ça permet d'améliorer durablement les conditions de vie, puisqu'on va permettre de développer plusieurs services. On se rend compte aussi de l'effet catalyseur sur d'autres thématiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut aller dans les deux sens, ça peut être réciproque. On peut aussi bien voir un projet, par exemple, d'éducation qui va mettre en place des services d'accès à l'eau, assainissement, déchets, pour permettre justement de pérenniser ce projet lié à l'éducation, comme des projets d'accès aux services essentiels qui vont permettre ensuite à d'autres acteurs de développer des projets sur la santé, l'éducation ou autre. Donc on se rend compte que vraiment il y a une panel d'effets sur voilà, cet effet catalyseur. On se rend compte aussi que ça permet de vraiment dynamiser et de renforcer la cohésion locale au sein de la communauté ou du territoire, ou en tout cas du groupe de bénéficiaires ciblés, puisqu'évidemment d'impliquer des acteurs sur plusieurs thématiques, ça va permettre aussi bien d'intéresser un panel d'acteurs plus large, puisqu'on étudie plusieurs thématiques. Et on se rend compte vraiment dans les projets que ça permet aussi vraiment de pérenniser les actions mises en œuvre. Donc, ce qui rejoint un petit peu l'effet d'entraînement. Alors l'effet d'entraînement, c'est vrai qu'on a tendance à l'aborder aussi d'un point de vue des institutions. C'est vrai que souvent les institutions locales, ça a été rappelé lors de la précédente intervention, n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Les acteurs qui gèrent les déchets ou l'eau ou l'assainissement, que ce soit en France ou dans la localité de mise en œuvre du projet, n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et de créer cette synergie entre acteurs. Ça permet vraiment de créer cet effet d'entraînement et du coup de rattraper aussi des acteurs qui pouvaient parfois être un peu laissés de côté et du coup d'inclure des thématiques et de renforcer ces thématiques. Et l'autre effet, ça permet une mutualisation des coûts, évidemment, au niveau de la gestion du projet, une fois que les services sont mis en œuvre, puisque, évidemment, qui dit plusieurs services avec une gestion organisée commune, dit mutualisation. Ensuite, à l'échelle du porteur de projet, ce qu'on peut observer, c'est que même si cet effet d'entraînement, il nécessite beaucoup de temps, d'implication, ça permet vraiment au porteur de projet d'être appuyé. Le fait d'être entouré de plusieurs acteurs sur diverses thématiques, ça permet vraiment d'avoir un consortium très fort, avec des acteurs qui peu à peu s'impliquent de plus en plus et se sentent de plus en plus concernés. Ça permet aussi aux porteurs de projet ou au consortium, j'ai dit là aux porteurs de projet, mais ça va être du coup l'entité qui porte le projet, d'optimiser la mobilisation des équipes.
on a souvent la question, mais si vous faites du multisectoriel, est-ce que ça veut dire faire 4 diagnostics, des sensibilisations différentes sur toutes les thématiques? Non, bien sûr. L'avantage de ces projets, c'est que ça permet de, de créer une dynamique et de réaliser un diagnostic commun au lieu d'en réaliser 4 si on fait rentrer du coup des thématiques au fur et à mesure. On se rend compte aussi d'un effet de levier. On a pu l'observer sur certains secteurs, par exemple quand on crée, je vais prendre un exemple assez classique, un service de gestion des déchets. C'est sûr que payer un service ou une redevance sur les déchets n'est pas forcément la priorité de beaucoup, ou en tout cas n'est pas forcément évident pour beaucoup de populations, ce qui permet d'utiliser des leviers, par exemple via l'eau, on le rencontre souvent. Voilà, donc cet effet levier permet une facturation commune et du coup une meilleure acceptation des bénéficiaires. Alors très rapidement sur l'opportunité de mobilisation, je crois que ça a été beaucoup développé aujourd'hui. Merci Iris. Donc je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on l'a déjà beaucoup évoqué, mais c'est vrai que c'est une vraie opportunité, ce type de projet. Que ce soit de s'entourer de différents acteurs techniques, de différents horizons, comme de différents partenaires financiers. Ça crée vraiment une synergie de très nombreux acteurs. Alors, quelques points de vigilance rapidement. Je suis désolée, j'accélère encore plus parce que le temps passe. C'est vrai que là, je vous présentais les avantages. Évidemment, il y a des limites. Qui dit plusieurs services mis en œuvre, dit évidemment un portage du projet qui est plus lourd, un temps de diagnostic qui est plus long, etc., etc. Une coordination entre tous les acteurs qui doit être plus approfondie. Et notamment, je vous parlais de cet effet d'entraînement entre les acteurs des différents services. Évidemment, de faire en sorte que des acteurs de différents services travaillent ensemble et utilisent des outils communs pour avancer ensemble, ça nécessite du temps. C'est pour ça qu'on voit souvent des projets qui sont sur des durées assez longues et en tout cas des périodes de diagnostic qui sont beaucoup plus longues que sur un projet sectoriel, unisectoriel. On se rend compte aussi que d'avoir ces consortiums, c'est lourd à porter d'un point de vue également financier pour l'équipe de portage, ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir anticipé le fait de se lancer dans un projet multisectoriel en amont pour vraiment anticiper le renforcement de capacité nécessaire pour permettre d'atteindre les objectifs. Et enfin, pour finir, très rapidement, un petit exemple. Donc c'est parmi les projets qu'on a pu étudier dans le cadre du programme. Il y a ce projet, par exemple, de Lifetime Project qui a été mis en œuvre au Cameroun et qui s'intéresse à toutes les thématiques que j'ai pu citer tout à l'heure, donc notamment l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, la mise en œuvre de services d'assainissement, une gestion des déchets et avec ces déchets, justement, une production d'énergie qui est utilisée ensuite dans le cadre du projet. Et ce projet, c'est pour ça que je faisais le lien tout à l'heure très fort, parce qu'avec d'autres services plus sociaux, ce projet est mis en œuvre dans un orphelinat et a été étendu à la communauté. Et donc on voit bien le lien très fort entre un accès aux services essentiels qui permet de développer d'autres services par la suite ou de renforcer le projet qui s'intéresse à d'autres thématiques. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie d'avoir joué le jeu du timing serré. C'est pour permettre d'avoir 5 minutes de questions-réponses pour conclure cette session. Il n'y aura pas le temps de réseautage qu'on avait initialement envisagé, mais juste après, il y a le temps de carte blanche et de repas dans lequel vous pourrez tout à fait échanger à votre aise. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, merci. C'était très intéressant. Alors, moi, je vois bien le lien eau, assainissement, déchets, valorisation pour l'agriculture, avec méthanisation, compost, etc. Je vois un petit peu moins bien comment un projet d'accès à l'énergie
peut rentrer, mais c'est juste parce que je vois pas en fait, mais est-ce que vous pouvez m'indiquer ça? Le lien énergie avec les autres secteurs. Ouais. Alors il y a plein d'exemples. Dans les deux sens. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'eau et les déchets, on peut produire de l'énergie. Et en même temps, par exemple, pour alimenter un système de distribution de l'eau et d'eau potable, pour rendre l'eau potable, eh bien sûr, il y a des solutions qui peuvent être très simples à l'échelle d'une petite communauté ou d'un groupe de 20 personnes. Mais à partir du moment où on développe des projets sur une plus grande échelle, on a besoin d'énergie. Que ce soit pour la station qui va traiter l'eau, que ce soit pour activer les pompes qui vont permettre d'alimenter le réseau d'eau. Donc en fait, c'est cette interdépendance, par exemple, ce n'est qu'un exemple, qui rend ces services vraiment, vraiment interdépendants. D'accord. Donc moi, je vois aussi que finalement, on va additionner des besoins en investissement. Donc ça peut être intéressant parce que ça permet à un projet d'atteindre le volume financier et donc que certains bailleurs de fonds appellent parce qu'ils ne veulent pas passer trop de temps de travail sur un petit dossier. Il faut que le dossier fasse au moins 1 million d'euros. Donc avec cette approche multisectorielle, en additionnant les investissements, on va arriver à ce 1 million d'euros, mais on complexifie aussi beaucoup le truc, non? Alors, c'est sûr que beaucoup de ces projets sont des gros projets, que ce soit des projets méso ou macro. Mais il y a aussi beaucoup de petits projets, des micro-projets avec plusieurs services. Alors, qui dit multisectoriel ne dit pas qu'il faille s'intéresser à tous ces services. Déjà, de pouvoir en mettre en place 2, c'est déjà une réussite. Ça permet d'améliorer les conditions de vie sur plusieurs thématiques. On a l'exemple de tout petits projets qui peuvent être à l'échelle d'écoles ou d'un petit village. Alors bien sûr, ça nécessite un peu plus d'infrastructures, mais c'est là où justement cette synergie entre acteurs de secteurs différents va fonctionner et va permettre justement des solutions complètement innovantes qui sont adaptées justement à ce contexte très particulier. Et on a vu vraiment se développer sur des petits projets des solutions très techniques, mais très spécifiques au contexte. Alors là, vous m'intéressez beaucoup. Je vous laisserai poursuivre vos échanges. Je suis désolée, Yvan. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? On prend une dernière question. Oui, on va vous donner la parole. Merci. C'est Théoneste Abimana du service de coopération et développement à Lyon. Donc, organisme qui envoie les volontaires. Donc, on travaille sur ces pays aussi. Mais ma question a été presque répondue sur l'intervention théorique. Là, c'est parce que vous parlez d'entreprises, d'associations, d'ONG. La synergie d'acteurs, ça, elle est essentielle. Mais je me posais la question, justement, qui est maître d'ouvrage par rapport au cas du Niger? Et aussi, l'autre question, c'est l'entreprise, parce que quand vous parlez aussi d'un sentiment anti-français, aujourd'hui, qui est dans ces zones-là, il y a aussi transfert de technologie, justement, et mettre les services aux populations. Vous travaillez qu'avec les ONG, les entreprises et les agences, mais la population de base, il faut continuer peut-être aussi à renforcer les capacités pour la pérennisation. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander une réponse très, très succincte. J'en profite pour vous dire que juste après, à 12h40, il y a le temps de carte blanche où il y a le parrain, la marraine de l'événement qui font un mot. C'est dans l'espace restauration qui est dans un chapiteau. Il vous sera indiqué en bas. Vous pourrez, si vous êtes intéressé par cet appel à projet, n'hésitez pas à venir vers Anne-Sophie, Noémie pour leur indiquer. Moi, je serai de nouveau là à 14h30 pour un jeu de rôle sur les partenariats multi-acteurs. Si vous êtes intéressé également, venez me voir, que je prenne votre nom parce que les places sont limitées pour cet atelier. Voilà, je laisse la réponse, je donne la réponse et je vous souhaite une bonne poursuite de ce Liway. Oui, très vite sur le projet, l'exemple qu'on a présenté avec Alexis, le maître d'ouvrage, c'est le Conseil régional d'Ottawa, la collectivité territoriale. Après, sur le sentiment anti-français,
moi, avec les collègues de la région de Tombouctou, avec les collègues de l'ANERSOL, je ne le ressens pas. On n'est aussi pas sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a des choses particulières dans la ville d'Ottawa vis-à-vis des Français qui s'y trouveraient. Bon, moi, je ne ressens pas ça avec mes partenaires. J'aurais même tendance à avoir des échos totalement contraires, où ils aiment bien travailler avec nous et ils n'ont rien du tout contre les Français. Ils avaient certainement des pensées négatives envers les militaires français qui occupaient des bases, qui occupent encore, je crois, jusqu'à fin décembre. Mais ce que j'ai expliqué à mes interlocuteurs, c'est que leurs manifestations pour que les militaires français partent ont abouti à ce qu'en premier, les acteurs ONG et les coopérants partent. Donc c'était totalement contre-productif, mais voilà, c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon Soliway. Si vous êtes intéressé par le jeu de rôle, vous pouvez noter vos noms, prénoms ici. Sinon, je vous invite à venir en avance. Et pour l'appel à projet, vous pouvez vous rapprocher d'Anne-Sophie et Noémie. Et puis, vous pourrez aussi me retrouver au stand Coexiste demain pour ceux qui seront encore là. Voilà, merci. Ouais, du Guidimaca alors. C'est ça. Du coup, on a fait exactement sur le lot de...